Vous écoutez le podcast Art à cœur. Ségolène, tu m'avais dit que tu voulais parler du vol des œuvres d'art, et je pense que tu avais déjà une histoire en tête à ce sujet. D'ailleurs, tu étais restée très silencieuse sur quelle histoire tu allais raconter, et je ne la connais pas du tout, et j'ai super hâte que tu me la racontes. Voilà. Pareil. Moi, de mon côté, ce thème du vol m'a fait penser à une série d'événements qui se sont déroulés en Norvège pendant mon enfance, parce que voilà, j'ai grandi là-bas. Et pendant cette période, il y a eu un certain nombre de vols des œuvres de l'artiste Edvard Munch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Juste pour les gens qui écoutent, on dit tous Munch en français ou Munch, ou alors c'est juste moi. Mais moi, voilà, j'ai grandi en Norvège et je peux vous assurer, c'est sûrement toi qui as raison. Mais c'est vrai que moi j'aurais dit Munch, tu vois. mm, Donc ouais, Munch c'est Munch. voilà. Ouais, Et en plus, c'est pas Edouard, c'est Edvard. C'est Edvard Munch. Voilà. Mais c'est vrai que l'orthographe incite à penser que c'est autre chose. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Edvard Munch est un des grands peintres norvégiens du 19e, 20e siècle, qui a aussi fait beaucoup d'estampes, des œuvres de dessin, de gravure, des huiles sur toile, et il écrivait aussi des poèmes. Il faut savoir aussi que Edvard Munch est un des rares artistes norvégiens qui sont connus dans le monde entier et que ses tableaux sont d'une grande valeur dans le marché d'art, euh, le marché de l'art. D'ailleurs, une version en pastel de l'œuvre la plus connue de Munch, Le Cri, a été vendue aux enchères chez Sotheby's en 2012 pour 120 millions de dollars. Voilà. Ce qui l'a classé parmi les œuvres les plus chères jamais vendues à l'époque. D'autant plus que ce tableau est à l'origine de l'emoji de l'angoisse. Je ne sais pas si tu vois le petit emoji qui tient les joues. j'avais jamais réalisé. Ouais, Mais ouais, oui, il exprime carrément ça. ouais, C'est l'angoisse, clair. la Ah, c'est panique. drôle. Voilà. Et donc ce petit personnage montre à quel point ce tableau du cri est devenu le symbole universel de l'angoisse et c'est quand même assez impressionnant vu que c'est un petit artiste norvégien à la base qui a créé ce tableau. Attends, Ouais, 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 ouais. Non, non, mais je suis très fière. Et d'ailleurs, j'adore Monk. Donc, pour l'anecdote, selon Monk, le véritable cri venait des environs et non de la personne qui est représentée dans le tableau. Tout ah ok cet d'accord. cri, ouais, 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 Il se bouche les oreilles c'est en ça. fait. Donc, il se bouche les oreilles du cri qui vient de l'univers, des alentours. Et voilà, donc c'est pas Ah, je vraiment. connais pas du tout l'histoire. Ok. Mm. Donc, avec le cri, le tableau intitulé Madonna fait aussi partie des tableaux les plus connus de cet artiste. Est-ce que tu vois un peu la Madonna? Pas du tout. Je vais regarder peut-être, non? Bah, en fait, non, mais je vais te le décrire. Ouais, carrément. C'est Vas-y, une, décris-le pour tout le monde. voilà, c'est un tableau d'une femme nue dans une position très sensuelle et pas du tout, tu vois, en concordance avec le thème de la Madeleine dans l'art religieux, donc qui au contraire est représenté, tu sais La quoi, Madeleine ou la Madonna? juste Madonna de Monk. D'accord. Donc de la Madone, tu veux dire la représentation de la Madone. Oui, c'est ça, de la Madone dans l'art religieux, qui elles, tu sais, vraiment, contrairement au tableau de Monk, sont représentées couvertes jusqu'au menton et entourées de licornes et de petits oiseaux, voilà, d'autres variations de symboles de pureté. La Madone de Monk, elle est plutôt représentée comme une femme fatale, tu sais, avec un halo de couleur rouge. C'est une Marie-Madeleine, quoi, Voilà. plutôt. Et puis, elle a une auréole, enfin là, une auréole de couleur rouge avec sa main d'or de couleur sombre. Enfin voilà, c'est très dramatique. Hmm. Et Hmm. voilà, c'est très clairement un clin d'œil au canon Dark. religieux en, en l'intitulant à la Madone. C'est pas une Madone, Non, c'est plus une usurpation de la Madone, c'est quoi. ça. Donc, et le tableau s'appelle Madonna, donc c'est plutôt ça pourrait presque être sur son nom, son prénom, tu vois, de la fille. Like a C'est virgin. ça.
Enfin, tout Ok. ça pour dire que ces deux représentations, le Christ et la Madone, pardon, Madonna, sont les œuvres les plus importantes de Munch et du Hmm. coup ont été sujets de vols récurrents. Hmm. Juste pour spécifier, ces représentations existent en plusieurs versions. Donc, il y a des huiles sur toile, il y a des estampes, il y a des dessins et plusieurs séries aussi d'estampes ou de Hmm. lithographies. Donc, c'est pas toujours les mêmes œuvres qui vont être volées, mais c'est toujours quasiment enfin, c'est toujours les mêmes représentations qui sont les sujets de vol, en fait. Donc pour revenir à mon histoire, moi petite fille à Couette, voilà, me baladant dans les rues d'Oslo, je vais entendre l'histoire des vols de ces grandes œuvres et c'est Hmm. resté marqué dans mon esprit comme ce grand moment Ocean's Eleven, tu sais, à Oslo. Donc Ocean Eleven, il y a une traduction française du film ou pas pour ceux qui connaissent pas? Ah, Ocean je sais Eleven. pas. C'est le film avec George Clooney où ils font un casse pour voler, je sais même plus quoi. Oh, ça commence à C'est dater. le Bellagio, l'hôtel Ah oui, à Los Angeles. c'est ça. Donc gros film d'action avec Et puis, enfin, il crée tout un plan vraiment un réseau. très compliqué. Et à un moment, il coupe Hmm. toute l'électricité dans toute la ville. Enfin, c'est voilà Ouais, très c'est ouais, resplendissant. carrément. Et Alors oui, pour précision, mais t'as bien fait de préciser, c'est super cette histoire. T'as bien fait de préciser que t'as grandi en Norvège. Pour précision, parfois tu fais des petits mots où tu les transformes en un peu avec des mix norvégiens, anglais, français, et c'est très oui. drôle. Mais moi aussi je fais pareil, donc, mais j'ai pas d'excuses, c'est ça le pire. Bah si, parce que voilà, on regarde souvent des trucs en anglais, donc entre Ouais, ouais. les deux, donc Mais bon, voilà. c'est bien de préciser. C'est pas pour se la péter, c'est juste que voilà. Ouais, voilà. J'ai vraiment j'ai deux langues mélangées dans la tête, donc c'est de temps en temps je m'ennuie, mais Voilà. attention. Euh, Allons-y. Voilà, donc je me replonge dans cette histoire pour en parler sur ce podcast et je trouve tous les articles là-dessus et en fait c'est la grande déception parce que le braquage c'est vraiment le plus banal qui existe. Ah C'est non. si. Donc et j'aurais bien dû m'en douter parce que en Norvège, petit pays globalement insouciant avec un taux de criminalité plutôt bas, ça n'allait forcément pas être quelque chose d'extraordinaire. Et en Bon, effet, ben merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. voilà, L'émission est terminée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. voilà, exactement. Donc, le vol du cri et de Madonna en 2004, c'est en gros deux bonhommes qui rentrent dans le musée Monk. Alors certes, il y en a un avec une arme à feu, et celui-ci demande à tout le monde de rester immobile pendant que l'autre court dans les salles de En l'expo. plein jour. Ouais, ouais, en plein jour. D'accord, ok. L'autre court dans les salles, va chercher les deux tableaux qui sont simplement fixés avec des câbles, voilà, les D'accord. arrache du mur, les prend sous le bras et ils se barrent tous les deux dans une voiture qui est garée dehors, tu vois, genre le plus simple. Et Ah, hyper osé. voilà, Ok. comme vous pouvez le constater, pas super sexy. Non. Mais voilà, Enfin, fallait cependant, oser, quoi. ouais, c'est ça, fallait oser. Et en plus, les tableaux enfin, ils ont resté cachés pendant 2 ans. Ils n'ont Hmm. pas été retrouvés avant 2006, donc il y a quand même. Et il y a aussi un peu un mystère autour de pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça, qu'est-ce qui les a motivés. Et on ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est Ah, d'accord. réellement passé. Et il y a aussi une histoire en 1994 où il y a une personne qui a volé une version du cri et qui l'avait caché dans sa table de salle à manger. Et donc, bon, il dit ça dans l'article, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais il dit que voilà, il était là à se frotter les mains en s'applaudissant de son idée maligne Enfin, lors de des manger repas de dessus, famille. quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, il est en train de rigoler alors que son oncle et sa mère étaient assis à table, voilà, insouciants. Ah, Et voilà. Donc, c'est trop plutôt bizarre. drôle. D'accord. Mais alors, j'ai quand même, en cherchant des articles sur ce thème, je suis tombée, enfin, j'ai eu un peu un coup de bol parce que il y a récemment eu un problème de vol d'une des estampes de Madonna. Et donc, je me suis un peu intéressée à ça. Et il s'avère que c'est une histoire vraiment beaucoup plus
intéressantes et parce qu'il y a des rebondissements et des petites pépites, tu sais, un peu d'humour dans l'histoire. Donc, je vais vous la raconter. Cool, allons-y. Tout commence en 2019 quand Monsieur Paul Gundersen, homme d'affaires devenu riche par le marché de l'immobilier et les hôtels et collectionneur d'art important, se rend compte que son estampe de Madonna, disposée dans un entrepôt spécial, super sécurisé, etc., euh, cette estampe probablement a un second propriétaire. Il faut savoir que Gunderson avait acquis cette œuvre au début de 2015. Euh, c'est une lithographie de la série Madonna, ça je l'avais déjà dit, mais voilà, il s'agit d'une série, enfin d'une version bien spécifique de la Madonna. Un premier tirage ou quelque chose d'important comme ça. Oui, c'est aussi une série qui est spécifique dans la manière dont l'artiste l'a traitée. Donc, le tableau va avoir juste l'œuvre, la Madonna au centre et puis un fond sombre, alors que cette lithographie est un cadre de bord rouge avec des petits spermatozoïdes qui sont en train de nager. Et c'est très drôle. Ouais. Et donc voilà, c'est différent des autres œuvres. Et en plus, tout en bas à gauche, il y a une petite figure qui ressemble beaucoup à Voldemort. Tu sais, le Voldemort qu'on voit dans les derniers films d'Harry Potter, qui est en espèce de Le petit. fœtus meurtri. Ah. Ouais. Mais attends, alors attends, le petit fœtus, il fait partie de la gravure, de Il la fait litho? partie un peu du cadre. Parce que, Dans le cadre avec les spermatozoïdes. Mais c'est ouais, un cadre de Munch? non, c'est un cadre qui a été dessiné sur, enfin, qui fait partie du dessin, qui fait partie de Ah, la d'accord, ok. lithographie. Ouais. Alors, D'accord, j'ai compris. Donc oui, c'est Munch, ouais. c'est son œuvre. Donc en fait, D'accord. c'est aussi lié au fait que le tableau, lui, sur toile, à l'origine, devait être encadré d'un cadre en bois avec ces spermatozoïdes, justement. Mais comme ça a trop choqué, le cadre a été détruit et maintenant l'œuvre est exposée sans son cadre. Mais on peut trouver, du coup, l'œuvre d'origine dans ces lithographies où la Madonna est représentée avec ce cadre donc une grande bande rouge avec ces petits spermatozoïdes qui sont en train de nager et cette petite figure. Et donc cette figure peut représenter plusieurs choses. Donc soit la figure de l'homme impuissant en face de la femme, ou sinon, comme je disais, un fœtus qui est le résultat des spermatozoïdes. Hmm. Ce qui est assez intéressant parce que moi, comme tu me le décris, avec en plus du rouge, j'imagine vraiment comment ça s'appelle, womb en français, Oui, l'utérus, quoi. Enfin, oui. avec finalement la madone qui est à l'intérieur, qui serait presque l'enfant, tu vois. C'est trop bizarre. C'est vraiment, C'est comme si les spermatozoïdes ouais, étaient eux-mêmes couvaient en fait l'enfant, c'est ça, mais tout plutôt que à d'être fait. acteurs de la création. C'est Mais chelou. c'est ça, c'est marrant parce que ça peut vraiment avoir plusieurs interprétations. Et c'est comme tout, comme le petit fœtus sur le côté, ça peut aussi représenter l'homme qui est vraiment impuissant dans la conception, enfin dans l'enfant, enfin non pas vraiment dans la conception, mais dans l'enfant qui pousse, tu vois, qui grandit dans Ouais. le ventre de la Oui. mère. Bah lui en face, il fait rien. Il a plus de rôle après, Après avoir eu un grand rôle très actif. voilà. D'accord. Il était une fois la vie. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent éduquer leurs enfants, voilà. Éteignez la radio, merci. Ok. Donc, Gunderson était très fier de cet achat parce que, comme tu disais au départ, c'est aussi une version qui est un des premiers tirages, donc les couleurs sont beaucoup plus resplendissantes et le papier d'une bonne qualité, parce qu'en fait, il avait une version mais de moins bonne qualité qu'il avait acheté il y a longtemps. Donc il a les deux à ce Il a les moment-là. deux, mais il remplace, il remplace celle qui est de meilleure qualité et il revend celle qui est de mauvaise qualité. Et en fait, c'est big mistake. En 2019, on se rend compte que le collectionneur qui a également la moitié de sa collection en stockage dans cet entrepôt spécialisé en œuvres d'art. Pardon, je perds le fil. Alors,
Un autre collectionneur norvégien, Nicolai Tangen, découvre qu'une de ses œuvres dans sa collection a disparu. Tangen, lui aussi, c'est un homme d'affaires qui est devenu milliardaire en gérant des hedge funds à Londres. Donc, mon frère a essayé de m'expliquer ce que c'est des hedge funds, mais voilà, il y a un certain temps et j'ai oublié depuis. Mais faut croire que ça paye bien. Google est votre ami. Voilà. Et juste pour la petite digression, pour les amateurs de finance, Nicolai Tangen a récemment été embauché pour être à la tête du management du fonds pétrolier norvégien. Donc, c'est D'accord. vraiment le summum, c'est le VIP en Norvège, quoi. Vraiment. Grosse tête, quoi. Mm. Ok. Nicolai Tangen se décide, pour une raison ou d'une autre, de sortir sa lithographie de Madonna et il se rend compte que, en fait, elle est plus là. Tangen se tourne vers l'entrepôt de sécurité, voilà, de DHL. C'est une filière de la Deutsche Post et donc vraiment un entrepôt qui est spécialisé dans la sécurité, où les gens peuvent vraiment mettre des œuvres de valeur. D'ailleurs, en Norvège, on appelle ça le Fort Knox d'Oslo. Enfin, voilà. L'enquête mène à la découverte du fait que Paul Gunderson avait acheté la version qu'avait Nicolai Tangen. Donc, il a acheté la lithographie qui était censée être dans le dépôt de Nicolai Tangen. La version qui a disparu, c'est celle qui existe maintenant dans le coffre de Gunderson. Bah oui, du coup, oui, il y a eu un tour de passe-passe, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un insider dans l'entrepôt DHL qui a pris l'œuvre de chez Tangen, qui l'a sortie de Ah. son coffre, qui l'a revendue. Donc Gunderson a acheté cette version-là et l'a mise dans son coffre perso dans l'entrepôt DHL. Donc en D'accord, fait, donc elle a pas bougé. elle n'a pas bougé, sauf de coffre personnel de chaque collectionneur, quoi. Ah, ok. Et voilà, donc ça c'est l'hypothèse la plus probable, c'est qu'un insider a fait ce micmac. Après, C'est pas sûr, ouais. enfin il y a d'autres hypothèses, mais comme selon les journalistes norvégiens, il y a vraiment un système de sécurité très avancé autour de cet entrepôt. Enfin, c'est très peu probable qu'il y ait des gens de l'extérieur qui vont vraiment activement chercher cette œuvre-là dans le coffre de Tangen. Et voilà. Donc en fait, c'est pas vraiment bête comme histoire parce que comme c'est dans un entrepôt, il n'y a pas vraiment des gens qui ont le nez dessus tout le temps, comme dans un musée où il y a des recensements, il y a des checks souvent, il y a euh, alors que là, dans un entrepôt, ben, généralement tu le mets là-dedans et tu te dis il est en sécurité, il va plus bouger. Et c'est pour ça que voilà, qui s'est écoulé 4 ans avant que Tangen se rende compte qu'il a plus son œuvre en fait. Euh, et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que DHL se rendant compte que l'œuvre qu'a Gunderson, c'est celle de Tangen à la base, ils la rendent à Tangen sans vraiment donner, sans vraiment demander l'avis de Gunderson. Et du coup, Gunderson se retrouve bredouille à devoir mener un gros procès à DHL. Et voilà, enfin, c'est vraiment très spécial comme histoire et c'est vraiment très marrant parce que c'est des grands sharks de la finance norvégienne et qui se battent. Des requins qui se battent sur une litho avec des C'est spermatozoïdes, quoi. ça. Voilà. Écoute, on ne juge pas, l'art est subjectif, chacun ses goûts. Non, mais en fait, c'est un tableau. Enfin, j'adore le tableau Madonna de Munch, qui est vraiment un très très beau tableau et c'est des couleurs magnifiques. Il faut vraiment les voir en vrai parce que en image, ça rend rien. Les tableaux de Munch, c'est comme les tableaux de Van Gogh ou de Gauguin, ça rend rien sur papier ni sur ordinateur. Et puis surtout, toutes les œuvres comme ça où il y a un vrai travail de la couleur, enfin, où l'œuvre est la base même de l'œuvre, c'est sur un travail de la couleur. Du C'est coup, ça. c'est Bah, c'est aussi la texture, la
la texture de la toile qui est souvent apparente dans les tableaux de Munch et le jeu de la facture épaisse et il y a des zones épaisses et il y a des zones moins épaisses. Donc, il y a vraiment ce jeu de la matité et des endroits lisses du coup de pinceau qui sont reflétés dans la lumière et c'est vraiment magnifique et ça peut pas être reproduit. J'aimerais bien voir ça en litho, du coup, ouais, comment ça rend. Ouais. Parce que c'est pareil, ça aplatit un peu quand Mm. même. Donc en lithographie, il est aussi doué, hein, donc il a plein de séries d'œuvres. Ouais, je sais qu'il gravait, on connaît pas très bien son œuvre. Mais du coup, ça s'est résolu comment cette histoire? Enfin, c'est encore en cours, ils sont en procès ou... C'est encore en cours. D'accord. Donc, affaire à suivre alors. Affaire à suivre, voilà. Je sais pas encore qui a gagné le procès, mais à mon avis, tu vois, parce que Gunderson, il s'est fait mal conseiller aussi c'est son marchand, enfin, il a fait confiance à son marchand d'art. Ben oui, c'est du recel. Ouais, ça devrait être possible de le retracer, cette œuvre, parce que c'est quand même, voilà, un joli tirage de cette lithographie, enfin, de cette gravure S'il qui, avait, oui, non, oui, ouais, s'il avait gardé la première version qui était moins bien, il aurait pu l'offrir aux perdants, bah, tu ouais, vois. Au lieu d'en ouais, c'est avoir ça, deux pour lui, c'est ça. le premier, quoi. Mais bon, il a quand même dépensé beaucoup d'argent dessus, donc, J'imagine. ouais, Ok, d'accord. Alors. ouais. Bah écoute, on est bien content qu'on sera jamais milliardaire, hein. On n'a pas ces questions à se poser. Voilà. Vaut mieux Non. aller au musée que d'avoir une œuvre très précieuse à Moralité, surveiller, voilà, voilà. ne pas posséder les choses. Très bien. Ben, à moi, Oui, du coup. Donc, en parlant de vénalité et de se raccrocher aux choses de ce bas monde, moi, je vais parler du vol de l'enfant à la bulle de savon, qui est un Rembrandt. Et petit topo du coup, sur le fait de se raccrocher aux choses terrestres, le thème des bulles de savon en peinture, donc dans la peinture occidentale, c'est un sujet très courant au XVIIe siècle et surtout aux Pays-Bas lors de l'Inquisition espagnole, qui va contraindre les artistes à représenter uniquement des peintures religieuses pour promouvoir le catholicisme. Et du coup, pour les Flamands, je sais jamais nord-sud, t'as les Flamands et les Hollandais. Enfin bref, pour les gens des Pays-Bas, les peintres des ah, Pays-Bas, ah mince, j'ai pas fait mes révisions de cours d'histoire. En plus, j'adore cette période, mais voilà, j'ai tendance à toujours tout mélanger. Bref, donc pour les peintres des Pays-Bas, eh bien pour contourner cette obligation de peindre des œuvres religieuses, ils continuent à peindre des thèmes de scènes de genre, des thèmes décoratifs, mais en incluant des messages cachés. Et le thème de la bulle de savon, c'est un thème donc très courant qui va beaucoup plaire. Et derrière la bulle de savon, il y a ce message religieux qui se raccroche à l'Ecclésiaste, qui est un texte de la Bible, qui te dit en gros, rappelle-toi que ta vie sur Terre est courte et que tu vas mourir. Donc c'est très optimiste, ouais, tu vois, le 17e, c'est ça. l'Inquisition C'est le côté émo très des. austère. Cette idée de bulle qui peut donc éclater à tout instant et que tu peux plus la récupérer et du coup il vaut mieux prier pour ton salut et te souvenir que tu n'es qu'un petit homme qui rampe sur la surface de cette terre. D'où Et que Dieu... l'expression anglaise "Don't burst my bubble". C'est Really? ne me fais pas, voilà, ouais, ne casse pas ma bulle. On passe un beau Ah, moment et sorry to burst your bubble, but this is the real life, tu vois. ah, c'est possible, je connaissais pas. Mais oui, et puis dans le langage courant, quand on dit tu vis dans une petite bulle, être dans Mm. sa bulle et tout, t'as l'idée de petits moments à toi, mais qui peut s'interrompre à tout instant, et du coup t'en profites d'autant plus. Ouais. Et ça va être le cas de cette histoire. Alors, c'est un peu comme toi. Moi, c'est une histoire que j'ai entendue quand elle était sortie dans la presse en 2014. C'est une histoire de vol aussi. Et du coup, en 2014, on a retrouvé ce tableau de Rembrandt, l'enfant à la bulle de savon, qui était conservé au musée de Draguignan, qui est un des plus vieux musées de France. Donc c'est un tableau qui vient de saisie révolutionnaire en gros. Et en faisant donc mes recherches pour notre épisode, moi j'avais le souvenir d'une histoire hilarante, mais vraiment hilarante. Et en fait elle est quand même hilarante, hein, t'inquiète pas, c'est très drôle. Mais j'avais que ce souvenir d'une histoire abracadabrantesque, ah
Bref, Mary Poppins, super califragile. Comment tu dis ça? Abracabrantesque. Voilà. Ou c'est super dur à dire. Ou tu sais même pas si c'est pas une blague. Et non, je tiens à dire que cette histoire est vraie et qu'elle est très drôle. Sauf que, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu au-delà du vol qui ressemble à un canular et que les raisons du vol sont assez profondes en fait. Et que le voleur en lui-même est plutôt un drôle de personnage, qui est plutôt quelqu'un de naïf, un bon gars et un monsieur tout le monde. Et bon, je vais pas plomber l'histoire avec son histoire à lui qui est triste mais qui est très intéressante, donc je vais surtout raconter ce qui est drôle. Ce qui est étonnant dans cette histoire, en tout cas, que je vais dire au moins sur cette personne, c'est que l'argent n'est pas du tout sa motivation. Et je pense que c'est ce qui rend l'histoire assez fascinante, parce que qui n'a pas été dans un musée voir son œuvre favorite et s'est dit tiens j'aimerais bien la voir chez moi. Enfin je sais pas, c'est quand même tentant. Même si tu peux pas t'empêcher de te dire ah si je pouvais l'admirer tout le temps quoi, même si en vrai tu passeras jamais à l'action. Et là c'est un peu la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu passes à l'action quand ton but c'est pas de te faire du fric sur une œuvre que t'as volée. Donc j'aimerais bien te raconter cette histoire et que toi et ceux qui écoutent aient cette idée en tête que le voleur c'est un bon gars, que ça peut être nous. Et que voilà, on écoute donc cette histoire avec ça en tête, quoi. Que c'est pas un escroc. Plutôt, voilà. Et si c'était nous? Histoire. On est en 1983. Patrick Vianex a 13 ans. Il sort d'un match de foot et sa mère, qui est peintre, l'emmène donc au musée de Draguignan pour voir les œuvres, donc à la sortie d'un match de foot, hein, ce que tous les petits garçons de 13 ans rêvent de faire. Et en fait, cette petite sortie, c'est la petite bulle de douceur avant de rentrer à la maison, où la violence se referme sur lui et sa mère. Et je n'irai pas plus loin sur sa vie privée. Oh. Le jeune Patrick s'arrête devant le tableau et sa mère l'interpelle. « Regarde, tu lui ressembles !» Il se dit, à cet âge, à 13 ans, c'est vrai, il a les mêmes yeux tristes que moi. Il est pas heureux ce gamin, à 13 ans. Ouais. Les deux enfants se regardent, se comprennent. Alors, donc dans l'histoire, la bulle de savon, c'est le jeu dont on n'a pas le temps de profiter. C'est l'âge adulte qui arrive trop tôt. Mais cet enfant dans le tableau lui tend l'enfant sur la paume de la main, comme s'il lui disait « Tiens, sois un enfant avec moi ». Et l'instant donc est suspendu et Patrick va être marqué par cette rencontre. C'est comme s'il avait rencontré son âme sœur, son alter ego. L'enfant, c'est lui, c'est l'autre, tu vois. Ouais. Il va penser à lui chaque année sans le revoir, sauf à 17 ans. Et il vient refaire des papiers à Draguignan, mais la queue de la mairie est trop longue et il connaît dans la ville que le musée. Donc c'est vraiment un hasard. Il va aller au musée, c'est pas prévu, pour aller lui dire bonjour, après toutes ces années. Donc comme un vieil ami que t'as pas vu depuis super longtemps et tu penses à lui tous les jours, et là il se dit je vais le voir. Il le voit et il se dit bah en fait je peux plus le perdre quoi. Il vient lui rendre plusieurs fois visite et il l'appelle l'enfant. Il commence à se renseigner et à se passionner sur le peintre, donc Rembrandt. Et il est touché parce que le peintre a une vie aussi assez triste. Donc voilà, donc tout ce tableau, cet univers vraiment, ça lui s'adresse à lui quoi. Oui, il se crée un scénario un peu. Il plonge dedans quoi. Oui, c'est ça, mais ce garçon devient un peu son compagnon, son secret friend. C'est son ami caché, secret. C'est un peu lui. Ouais. C'est sa petite bulle en fait. Ouais. C'est son petit univers qui lui appartient qu'à lui. Et il le dit à personne pendant tout ce temps. Donc, il va le voir plusieurs fois après ses 17 ans, maintenant qu'il l'a retrouvé. Et en 1999, après une visite, donc il a 28 ans, donc quasiment 10 ans plus tard, où il est venu le voir très régulièrement, lui parler, etc. En 1999, après une visite, son désir est trop fort, il le veut. Patrick a 28 ans, il travaille comme technicien dans le domaine des alarmes. Étonnant. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Au début de l'été, il profite d'une visite au musée pour étudier le dispositif de sécurité. Bien sûr. Il a décidé, il le veut, il le veut, quoi. Ah ouais, non, mais c'est pas une blague. Prépondéré, quoi. C'est pas du tout. Ça fait 10 ans qu'il le désire, là, il le veut, quoi. Il va plus en arrière. Donc au début de l'été, il profite d'une visite au musée pour étudier le dispositif de sécurité et il note que le tableau est mal protégé. Si peu de précautions pour ce tableau, c'est un signe. Ah ouais. Lui connaît sa valeur, il doit devenir son gardien pour que rien ne lui arrive et les gens du musée sont indignes du tableau.
C'est ça, fais-toi un scénario pour expliquer tout ça. C'est très bien. C'est pas moi, c'est lui, hein. Oui, mais je lui parle. Toi aussi. Ah bah oui, En plus, on est tous un peu fous. il a aussi repéré une armoire dans le couloir qui est vide. Ah, incroyable. Et elle est pas cadenassée. Et il y a la place pour lui pour qu'il s'y couche. C'est encore un signe, hein. Oui, Tout, forcément. tout. Nous sommes le 13 juillet 1999, veille de la fête nationale. Il a appelé le syndicat d'initiative pour savoir quand les hélicoptères vont faire leur répétition, pour que le bruit puisse couvrir les alarmes quand il va fuir le musée. Ah, pas bête. En gros, c'est un vol prémédité, Mm. mais par un passionné. C'est pas Ocean Eleven, quoi. Non. Donc le 13 juillet, donc la veille de fête nationale, il profite en fait de toute l'organisation de la ville avec les hélicos, le test des feux d'artifice, etc. pour couvrir sa fuite et que le personnel de mairie soit occupé, quoi. Patrick entre dans le musée pendant les heures d'ouverture, donc dans l'après-midi. Il est un peu stressé, alors il va dans la bibliothèque se calmer et lire un livre sur le XVIIe siècle hollandais. Vers 16h, il se dirige dans le couloir où se trouve l'armoire, donc c'est un grand couloir avant la salle du Rembrandt. Et puis c'est un petit musée de province, quoi. Donc, enfin, je suis jamais allée, mais je suppose que c'est un musée calme. Il y a des visiteurs, mais c'est calme. Bah, pendant Donc une fête du village, quoi, ou une fête. en plus, oui, en plus c'est la veille, enfin du village. Je sais pas, tu disais quoi? C'était la fête nationale, les 14 juillet? C'est la veille, c'est le 13 pendant les préparatifs. Ah, d'accord. Mais oui, en effet, les gens vont pas au musée la veille du jour férié, quoi. Enfin, Oui. ils travaillent, j'imagine. Enfin, je sais pas quel jour c'était, mais. Mm. Donc vers 16h, il se dirige dans le couloir où se trouve l'armoire et profitant d'un moment où il n'y a pas de visiteurs, il se hisse sur l'étagère du milieu, s'allonge et referme la porte. L'étagère où il est couché bascule. Il se retrouve la tête en bas, les pieds en l'air, en position fétale, dans une armoire normande, dans un couloir au milieu d'un musée, avec des visiteurs. Et là, il doit penser juste au Rembrandt, quoi. Ouais. Rembrandt, qui est à quelques mètres de lui, dans une salle. Ah là là, ça fait tellement Mr Bean. C'est un peu Mr Bean. Il lui reste 5 heures à tenir. Ouh là là. C'est le planétaire Juillet. Draguignan, c'est une ville dans le sud de la France. Enfin, il est dans une chaleur à crever dans son armoire. Un trou de thermite lui permet de respirer tout en gardant un œil sur l'extérieur. Heureusement, il a tout prévu, au-delà des hélicoptères. Il a une pochette avec du Xanax et un vrai petit nécessaire pour se calmer dans l'armoire. Mm. À 19h, il entend le conservateur monter dans son bureau. Donc ça fait déjà 3 heures qu'il attend avec les visiteurs. Hein. Le musée vient de fermer à 19h en fait. À 19h, le conservateur monte dans son bureau passer des coups de fil. À 21h, le conservateur descend les escaliers en sifflant la Marseillaise et ferme le musée. Il bondit hors de l'armoire, désactive les alarmes. Il a 2 secondes pour traverser la salle du Rembrandt dans le noir. 2 secondes. Hein. Mm. Il court vers l'enfant, tire très fort sur le tableau, la chaîne qui l'accroche finit par céder. Une alarme sonne, il y avait une alarme derrière le tableau, qu'il n'avait pas vue. Et il l'enferme dans un sac poubelle noir et part avec. Mm. Il pense même à récupérer la fontaine à eau dans laquelle il a uriné dans la bibliothèque. Ah ouais, d'accord. Bah oui, c'est pas bête, hein, parce qu'après, sinon, Oui, pour l'ADN. l'ADN et tout ça, ouais. Je sais même pas si c'est de la considération, mais je crois même pas en fait. C'est un monsieur, c'est pas un Ouais. escroc. Oui, c'est ça, il voulait pas laisser salir le musée, quoi. A priori, vu la suite de l'histoire, c'était même pas une histoire d'ADN, c'est qu'il Mm. il a voulu être correct. Et respectueux. Alors qu'il vient de voler un Rembrandt. Il a un sac poubelle avec un Rembrandt, mais il pense à récupérer la fontaine où il a pissé. Bah, il se fait des illusions en même temps. Ce tableau, c'était à lui. Il a eu des signes de l'univers comme quoi c'est bien le cas. En voiture, il croise en chemin la police tout gyrophare allumé, mais il arrive chez lui sans problème. Et pour la première soirée avec son tableau, il est complètement dingue, il est euphorique, enfin, on peut imaginer, hein, et il va faire des selfies, alors que ça n'existait pas à l'époque, mais l'équivalent de selfies avec des polaroïdes. Et il a plein de photos, on peut les voir, où il est pris en photo, il rigole, il est complètement excité, il est trop content. Et à mon avis, il a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais attends, j'ai une question. Est-ce que c'est lui qui raconte tout ça quand il dit que Oui, le gardien siffle la Marseillaise, etc. Parce que tout ça, on sait tout parce que c'est une vraie histoire, c'est lui qui a tout raconté. d'accord, c'est lui qui a raconté. C'est lui la source. Oui, et c'est quelqu'un d'honnête, hein, il a pas rajouté de trucs pour se faire mousser, a priori. Hein. C'est les faits, quoi. Et il va garder le tableau sur son bureau pendant plusieurs jours. Il va même pas chercher à le cacher parce qu'en fait, il est persuadé que la police va venir le chercher.
Si tu veux, il est conscient qu'il a sauté sur une occasion, mais que c'est pas normal. Tu vois, il est conscient que même si le tableau est à lui, la police va vouloir le récupérer. Sauf qu'en fait, la police ne va jamais venir. Quand je dis jamais, c'est jamais. Ah ouais. Et tu verras pourquoi on est au courant du coup de cette histoire. Mais la police ne viendra jamais. Seulement 3 mois plus tard, il rencontre Christelle, qui devient sa femme, avec qui il va avoir des enfants. Il commence alors à cacher le tableau. Donc ils vont vivre 15 ans ensemble. Quand elle est absente, il sort le tableau qui est caché au fond d'une armoire. Il retire son papier bulle et le pose sur un chevalet. Et il vit sa passion pour quelques heures, loin des yeux de Christelle. Mais l'amour passionnel est éphémère. On vit dans une bulle qui peut éclater à tout instant. Bref, enfin voilà, en tout cas, mais de ses propres mots, c'est sa maîtresse cachée dans le placard. Ah ouais, d'accord. Donc il trompe un peu sa femme avec ce tableau, quoi. Et c'est grâce à ça que finalement, tu te dis, mais c'est horrible, il vit avec un tableau, avec la police qui peut arriver n'importe quand, le stress, un tableau au fond du placard, sa femme peut le découvrir. Ouais, mais pour les quelques heures de bonheur intense qu'il ressent avec ce tableau, il est prêt à tout. Un jour où il rentre chez lui, donc très peu d'années après leur mariage, genre 1 an ou 2 je crois après, donc ça fait qu'1 an ou 2 du coup qu'il a le tableau, il rentre chez lui et avec sa femme, il découvre qu'il y a eu un cambriolage. Panique totale, mais par chance, le tableau est encore au fond de l'armoire. En fait, les voleurs ont juste pris la hi-fi, c'était un petit cambriolage. Patrick a soudain peur de ne plus être un bon gardien. Et après des mois de joie pure, c'est le début de la paranoïa et de la fin, quoi. Ouais. Il va déménager en tout 3 fois pour l'enfant. Dans la 2e maison, il ramasse un jour un bout de bois dans le garage ou je sais plus où, qui tombe en poussière dans sa main. Et il découvre que sa maison est en fait infestée par les termites. Et c'est horrible. Ah oui, oui, non, ça c'est alerte rouge pour tous ceux qui ont des œuvres d'art chez eux. Catastrophe. Ouais. Les meubles, les tableaux, enfin bref. Il cauchemarde et rêve que le tableau va tomber en miettes dans sa main. Donc paranoïa plus. C'est la 2e maison. Dans la 3e maison, c'est l'humidité. Il voit que les clous commencent à s'oxyder. C'est lui qui dit ça. Hein. Et il réalise qu'il ne peut pas se battre avec le temps. Ding ding, la bulle. Ouais. Et il déménage une 4e fois, donc en 15 ans de mariage, hein, tout va bien, la femme ne dit rien. Dans la 4e maison, très isolée dans les Landes, il craint les incendies. Donc clairement, là, il est en mode, bah oui, là, je suis plus un bon gardien. De toute façon, ouais, tu pourras jamais trouver un lieu parfait pour ton œuvre d'art. C'est pas. Non. Il commence finalement à se dire que peut-être que le musée, enfin, je sais pas s'il se dit que le musée de Draguignan était pas si mal, mais en tout cas, il est en train de se dire que c'est peut-être pas un bon gardien. Donc tu vois, il est bien intentionné quelque part. Ouais. Il voulait prendre l'œuvre parce qu'elle était mal protégée, et maintenant qu'il voit qu'elle est mal protégée, il se dit qu'il peut plus la garder. Tu vois. Il pense au bien-être de l'enfant. Il commence à créer des gros tocs et tombe très malade à cette période. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour les restaurateurs. Déjà, il note donc que les clous s'oxydent, il en prend soin. Il dit qu'avant, il le sortait régulièrement car c'est important pour les pigments, c'était presque vivant. Mais maintenant, il a trop peur de le sortir, donc il le sort plus et il se dit que l'œuvre respire plus et qu'elle est enfermée dans son papier bulle et que c'est pas bon pour l'enfant. Il se confie à Rembrandt, qui a eu comme lui une vie difficile, mais car il a peur de trahir l'enfant et son père, et il se sent indigne de son rôle. Il commence à penser à tout révéler et à se rendre à la police. Un jour, il est dans son jardin. Un hélicoptère descend très bas au-dessus de sa tête. Ça y est, ils l'ont retrouvé. Il lève les bras au-dessus de la tête pour se rendre. Il est prêt à passer à autre chose. Il faut fuir cette prison imaginaire pour aller dans la vraie prison. Il peut voir le copilote qui lui fait coucou en rigolant. Je suis à peu près sûre que le copilote a crié « haut les mains, peau de lapin ». C'était un hélicoptère EDF. C'était pas la police. À ce moment-là, il se rend compte que depuis 15 ans, il y a prescription sur le vol qu'il a commis. Non, pardon, il ne se rend pas compte. À ce moment-là. Il a même pas réalisé. Il croit que la police vient le chercher chez lui. Et il a même pas réalisé qu'en fait, depuis 15 ans, il est même plus condamnable. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ça y est, c'est la paranoïa totale, ça le rend malade, c'est en train de ruiner son couple. Donc, et en fait, du coup, il va appeler la police pour tout leur raconter, mais la police ne le croit pas. Non. Ah, c'est le comble. Du coup, il peut même pas se débarrasser de ce tableau. Et pour lui, en fait, c'est la goutte d'eau. L'enfant l'a trahi, il a pris soin de lui, mais il est plus doux, il est devenu méchant. C'est plus un enfant, c'est un adulte. Ça le punit, ouais.
Sa présence devient trop intense, elle est insupportable, elle le brûle, il n'arrive plus à l'aimer sans le détester en même temps, il commence à penser à s'en débarrasser. Gollum, Gollum. Oui, c'est ça. C'est trop Gollum. Oh mon Dieu, c'est trop intéressant du côté psychologique cette histoire. C'est vraiment, tu sais, tu entends un peu ces histoires de meurtres dingues aux États-Unis et puis en France, comme voilà, le journalisme est différent. T'as pas vraiment tous les détails de ces histoires, mais c'est marrant quand même que ce côté psychologique un peu voilà, se donner une raison pour laquelle s'inventer une histoire, des trucs, c'est vraiment ouais, surprenant. Se donner une raison et aussi une réponse à des problèmes personnels, tu vois. Et c'est pour ça que je suis pas rentrée dans les détails trop Non. profonds parce que je trouve que ce monsieur finalement il est fascinant et il a quelque chose en lui qu'on a tous un petit peu, tu vois. Mm. Cette nostalgie, ce désir profond, presque amoureux, tu vois. Mhm. Cette peur d'être trahi par la personne que t'aimes profondément. Enfin, c'est trop intéressant. Mhm. Il reprend contact avec un ami d'enfance qui surgit dans sa vie, là, par chance pour lui ou par malchance. Et cet ami d'enfance, Tony, lui dit connaître des gens qui pourraient l'aider à faire l'intermédiaire avec l'État sans poser de questions pour rendre le tableau. Mm. Il a rendez-vous avec un assureur dans un grand bureau. Le jour du rendez-vous, on lui dit donc que pour 40 000 euros, on va lui remettre 40 000 euros, en l'échange de quoi il donne l'œuvre et on lui pose pas de questions et ils font l'intermédiaire avec l'État. Donc il rencontre l'assureur, on lui sert un verre de jus d'orange dans un verre à vin, on lui remet un chèque de 40 000 euros à son nom et il se dit que c'est un peu bizarre mais il pose pas de questions, il part avec son chèque de blanchiment d'argent à son nom, de 40 000 euros. Les malfrats sont interpellés pour revendre sur le marché noir. Évidemment, l'assureur était un escroc et voilà. Patrick raconte tout à sa femme. Il appelle un avocat qui ne le croit pas non plus. Patrick n'a pas encaissé le chèque et ne peut pas être interpellé pour recel. Il est libéré après une courte incarcération. Et il rêve d'être gardien de musée. Ah là là, oui, oui, oui. Mais tu t'as sauté une étape là, parce que donc le tableau a été revendu sur le marché noir, mais donc le musée de Draguignan l'a racheté? Oui, t'as raison, j'ai pas dit la fin, enfin la conclusion. Oui. Donc en gros, il y a l'assureur qui donc est un escroc qui a évidemment le chèque c'était un chèque en blanc et il a revendu un chèque en bois pardon et il a revendu le tableau derrière sur le marché noir. Sauf que le tableau, il est en recherche, si tu veux, il fait partie de liste, en fait, de tableaux volés. Donc, ils ont mal fait leur coup sur le marché noir. Le tableau, il ressort direct. Et Patrick, on entend parler aux infos, le tableau retrouvé sur le marché noir. Et là, il raconte tout à sa femme, en fait. D'accord, ok. Il va être honnête. Ça lui pèse trop, il va être honnête. Ouais. Il appelle un avocat, il va à la police, se rendre. Ils ont beaucoup de mal à le croire, mais ils sont obligés. Mais en fait, ils ont du mal à le croire, c'est ça qui est incroyable, parce que c'est un bon gars. Ouais. Quand le mec arrive et qu'il leur dit mais j'ai volé ce tableau parce que je l'aimais depuis que j'avais 13 ans, et les gars ils disent rentrez chez vous monsieur, passez une bonne nuit de sommeil et tout ira mieux demain quoi. Ouais. Et d'ailleurs son psy lui a dit je sais pas s'il faut dire ça, bref, son psy qui lui donnait des médocs depuis 15 ans à cause de sa paranoïa, lui a dit mais on arrête tous les traitements monsieur via l'annexe quoi, tout va bien en fait pour vous. Ah ouais, non vous avez résolu votre problème plus ou moins, tu vois. D'accord, donc il a rendu son tableau, donc maintenant tout devrait être bon. Je sais pas parce qu'il y a quand même, c'est ça, il y a quand même toute cette histoire qui a. Il y a plus la paranoïa, si tu veux. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a plus la paranoïa, mais il y a quand même le fait il a été incité enfin il s'est chauffé lui-même pour voler ce tableau pour des raisons un peu space quand même. Donc il a quand même besoin de soutien psychologique. Et du coup, pour toi et on en parlera après. Et puis pour les gens qui écoutent, je vous invite, je dis vous du coup, je vous invite vraiment à écouter l'interview qui a été faite donc de Patrick Vialanex, toujours en gardant en tête que c'est un bon gars. Je sais pas, moi il me touche et je pense qu'il y a vraiment en lui il y a un peu de nous tous quelque part, amateurs d'art.
Et c'est une super interview en 2 épisodes sur France Culture où on parle beaucoup plus de ce à quoi il pensait. Il est interviewé, il donne son avis. Tout ce que je dis, c'est pas que mon avis personnel, c'est aussi d'après lui ce qu'il a dit. Je me serais pas permis d'interpréter des trucs. Et il y a plein de points super intéressants soulevés sur la psychanalyse donc de cette situation. Et il y a pas mal de comparaisons super intéressantes, notamment à l'érotomanie, qui est proche en effet de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, avec ce côté où c'est comme l'enfant qui t'aime, il est gentil, il est doux, et puis d'un coup c'est lui qui te maltraite, tu vois, et t'as l'impression que... Et puis t'as tout ce rapport d'armoire et de bulle qui est super intéressant aussi. C'est de visiter le musée avec sa mère pour échapper à la maison, qui est un enfermement. Après il s'enferme dans un placard, il enferme le Rembrandt dans un placard. Il y a l'histoire de bulles, l'histoire de papier bulle. C'est ça, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, ce placard est devenu un peu une partie de l'histoire du tableau. Ouais, c'est son placard surtout. Bah, C'est l'enfermement du tableau et de Patrick, quoi. ouais, non, mais je veux dire, dans le musée, ce tableau est éternellement lié à ce placard est éternellement lié à ce tableau, quoi, parce que du coup, c'est fait vrai. partie de l'histoire du tableau. Ben ouais, je sais pas s'ils l'ont gardé l'armoire, du coup, ils ont dû se dire qu'il fallait la sécuriser, s'en débarrasser. Ouais. Et il parlait d'un concept aussi, vraiment, mais vraiment il faut écouter l'interview parce que j'ai pas voulu faire un paraphrasé, donc là je parle aussi de mes idées perso, mais il parle aussi du syndrome de Stendhal, tu sais, c'est quand on en parle pas mal avec les voyageurs qui reviennent de Florence et qui reviennent complètement bouleversés par la beauté, et ils ont des hallucinations visuelles en fait. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Non, jamais. Et c'est une intensité de rencontre où t'es bouleversé, et ça arrive avec des œuvres ou des lieux magnifiques. Et apparemment, à Florence, il y a pas mal de cas répertoriés. Et ça s'appelle syndrome de Stendhal. Pourquoi Stendhal? Stendhal, je pense que c'est lié au rouge et le noir, enfin à l'auteur, je veux dire. Je veux pas dire de bêtises. Bah si, c'est bien ça. Mais je veux dire parce que il y a des moments intenses de magnifiques. Stendhal, c'est l'auteur, donc je sais pas si c'est lié au rouge et le noir ou à autre chose, mais dans le rouge et le noir, le personnage principal est complètement, a des hallucinations, quoi. Ah ouais, d'accord, c'est très clairement ça. Dans son monde, et il a des hallucinations sur ses idéaux et tout. Enfin, si je me souviens bien de l'histoire, ça fait un bon moment que je l'ai pas lu. Ah, je l'ai jamais lu. Et voilà. Ça me fait juste penser à ce sketch d'Eli Kaku. Tu vois pas quand il... On passe de Rembrandt à Eli Kaku. Ah ouais, c'est trop drôle. Il faut voir ce sketch, il est magnifique. C'est quand il fait le prof de philosophie et puis il demande à sa classe de décrire en un mot les émotions qu'éprouve le jeune Julien Sorel envers Madame de je sais pas quoi dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et puis il engueule tous ses élèves qui sont incapables de dire en un mot une description de ses émotions. Et puis ce sketch termine, tu sais, il dit le mot que je cherchais, c'était le mot passion. Et c'est trop cool. Écoute, c'est le mot de la fin, c'est parfait. Et du coup, j'avais envie de oui, ce serait parfait comme mot de la fin, mais du coup, je voulais te demander, parce que je l'ai dit au début de l'histoire, je l'ai dit à la fin, clairement, pour moi, Patrick Villanet, c'est l'enfant qu'on a tous en nous, et ce désir de beauté. Et je trouve aussi un concept assez, je pense, qui est bon à relever, c'est que, pour moi, c'est vraiment un avis très personnel, la fascination ou l'émerveillement que tu peux avoir, c'est quand tu sais que tu pourrais le perdre, tu vois. Ouais. Tu sais ce que t'as à perdre, et du coup, ton émerveillement est encore plus intense. Et je trouve que t'as ça dans le syndrome de Stendhal, c'est finalement, t'es dans un instant précis de beauté, d'émerveillement, t'es plus le toi d'avant, et t'as peur de redevenir le toi d'après, parce que tu sais pas qui est le toi d'après, après ce changement majeur dans ta vie. Et je pense que t'as une espèce de notion de disponibilité, en fait, à ce moment-là. Ça veut dire que t'es ouvert à être émerveillé. C'est sûr. Et ça me fait... je pense qu'on a tous ça en nous. Comme tu dis, c'est un moment de no return, quoi. Il y a pas vraiment tu peux pas revenir au stade zéro après avoir vécu ce genre de choses. Et il y a cette peur de revenir avant. Et là, je trouve ça hyper fort avec cette idée d'enfance, tu vois, où tu peux pas revenir dans l'enfance. Et en plus, c'est tout le symbole de la bulle. Donc, c'est super intéressant de voir que les peintres ont choisi cette métaphore et qu'elle est bien, elle a du sens, tu vois, dans la culture populaire du monde. Et du coup, pour moi, alors, on peut pas condamner en disant que
que cette disponibilité, tu la perds en grandissant. Mais c'est vrai que je pense que en grandissant, tu théorises, tu rationalises les choses et tu peux être un peu moins disponible ou moins souvent ou moins facilement, comme un enfant qui prend les choses sans filtre, en fait, tu vois. Et du coup, un peu d'un coup, et tu peux être vraiment frappé par la beauté ou une rencontre. Et je me disais, tu vois, est-ce que tout le monde n'a pas envie de voler un tableau à un moment de sa vie, peut-être pas en grandissant, du coup peut-être de moins en moins en grandissant et en rationalisant, parce que tu te dis que tu es un dingue si tu le fais. Mais est-ce que jeune, t'as pas envie de voler donc un tableau ou quelque chose et toi, si tu devais voler un tableau, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas, parce que bon, moi, j'ai quand même déjà enfin, comment dire, j'étais un peu genre mini kleptomane quand j'étais petite. Alors, j'ai un peu vécu le fait d'avoir possession de quelque chose qui ne m'appartient pas. Et Ouais. c'est pas Le stylo 4 couleurs de la trousse du voisin, ouais, mais en version multicolore. c'est ça, c'est le stylo Diddle, c'est le truc bête, tu vois. Mais c'était aussi parce que je pense, hein, après, tu sais, on a tous tendance à faire un peu de l'autopsychologie sur soi-même, de la psychanalyse personnelle. Et moi, je pense que c'est surtout parce que j'étais mal dans mes bottes et j'avais juste envie d'être comme toutes les autres et d'être comme les Norvégiennes qui étaient mes amies et d'avoir les mêmes jeux, les mêmes petits trucs qui les entouraient, qui n'étaient pas forcément quelque chose qu'on avait dans une maison française. Et, Mm. euh, et du coup, voilà, j'ai eu euh, c'est quelque chose qui en fait devient un fardeau parce que au bout d'un moment, tu sais que c'est pas à toi et qu'il faut que tu le caches quand il y a l'autre personne à qui il appartient vraiment qui vient. Et c'est vraiment Finalement, tu veux être leur ami en leur ressemblant, mais en fait, tu risques de les perdre. tout à fait, c'est ça. Et puis en plus, c'est aussi tu gagnes rien en fait. Tu te rends compte que ce truc qui n'est pas à toi va jamais t'appartenir et t'en Mm. as pas vraiment besoin. À part, pour moi, j'en avais jamais besoin. Moi, j'ai grandi avec, voilà, avec que des frères, donc j'étais la seule fille, donc ma mère m'a gâtée, mon père m'a gâtée. C'était pas comme si il me manquait des trucs, donc j'ai jamais eu vraiment besoin des choses que je piquais. Et c'est sûr une œuvre d'art, si tu veux le voler, c'est un peu frivole, tu vois. Au pire, enfin, si c'est pas pour le revendre pour gagner plein d'argent, forcément, c'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire. Après, voler de la nourriture ou autre chose, c'est complètement autre chose. Et non, ça c'est encore un autre débat, mais là c'est comparable à ce que tu dis, c'est cette impression de nécessité Mm. d'avoir ce tableau, finalement de remplir un vide, comme tu dis, avec en volant un truc dans la trousse de tes camarades de classe ou autre, où tu veux être comme eux, tu veux appartenir. Lui, finalement, en le volant ce tableau, il voulait Mm. retrouver, enfin rester dans l'enfance peut-être, si on analyse la situation, il y a cette idée quand même de d'enfance gâchée et envie d'avoir cette espèce de bulle immortelle. En fait, un C'est tableau, sûr. c'est Dans un immortel aussi. tableau, Cette oui. bulle, elle va jamais exploser dans un tableau. Et voilà, c'est comme s'il avait cet enfant immortel qui vieillira jamais avec cette bulle immortelle et avoir l'impression que pour lui c'est pareil, tu vois, que l'enfance est là à portée de main et que sa petite bulle va rester. Mais au final, ouais, en effet, Ouais, c'est futile et c'est ça sûr. marche Mais pas du enfin, tout à après, terme. un Rembrandt, c'est toujours une découverte. C'est vraiment, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de strates de couches. Mais bon, euh, Le truc à voir. moi, j'aimerais bien te renvoyer la question justement. Si tu voulais voler une œuvre d'art, qu'est-ce que ce serait? Euh, ben, En fait, la première réponse que j'ai envie de donner, mais donc elle est irrationnelle, c'est je voudrais voler un Vermeer parce que j'adore cet Hmm. artiste et parce que c'est un petit format et que c'est pratique à transporter. Ouais, Donc là, c'est réaliste et pratique. ouais. Mais mais en même temps, si j'étais ça serait peut-être si j'étais omnibulée et passionnée, je pense que ce serait ça. Mais en même temps, tu sais pas quelle œuvre va t'obséder. Oui. Justement, ça te tombe sur le coin du nez, donc je serais peut-être surprise de découvrir que c'est j'en sais rien, un Kandinsky de 3 mètres sur 4, tu vois. Ouais, là c'est Ce plus serait compliqué, compliqué. effectivement. C'est plus compliqué. Est-ce que finalement t'as pas besoin, tu tombes pas amoureux d'un petit format parce qu'il est à portée de main aussi, tu vois. Mm. euh, mais je pense que si j'étais par contre un escroc, mais du coup c'est une autre question, je prendrais un tableau mineur entre guillemets. Ouais, Parce que je me dirais qu'on va un peu moins le chercher. J'en sais rien. C'est super dur comme question. ouais. Oui, bah c'est ça, s'il faut.
faudrait prendre un tableau qui est pas connu de manière internationale. Justement, c'est tellement bête de voler donc le Cri ou la Madonna parce que c'est des tableaux que tout le monde a les yeux dessus. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant de relever que c'est comme tu dis. D'ailleurs, tu le disais toi-même, c'est souvent, enfin, les tableaux de Munch là, ils ont été volés plusieurs fois, les mêmes sujets. Et mais c'est un débat un peu long, mais ayons-le. Ayons ce débat, je sais pas comment ça se dit. Tenons ce débat. Bref. Je suis pas la bonne personne qui demandait. Je sais pas. Ayons-le, ayons ce débat. Donc que les Munch ont été volés plusieurs fois. Pour prendre l'exemple le plus célèbre, la Joconde a été volée plusieurs fois. Mais ce Rembrandt, la bulle de savon, a été volé aussi une fois en 74. Et il le savait a priori, Patrick Vianet, le voleur, puisqu'il était très renseigné sur cette œuvre avant de commettre son méfait. Il a passé 11 ans à se renseigner dessus. Donc ça augmente la valeur pécuniaire certainement, une œuvre volée, tu vois, parce que ça augmente le désir chez les gens en fait, qui finalement est irrationnel. Même si le tableau est magnifique et qu'il y a plein de raisons de l'aimer et de le vouloir, est-ce que c'est pas un paramètre augmentant, tu vois, qui fait que tu désires encore plus une œuvre et que tu dis que tout le monde va la vouloir, même sur le marché noir? Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Mais qui de l'œuf ou la poule, quoi? Qu'est-ce qui vient avant, l'envie de l'œuvre ou la popularité? De mon côté, j'aurais pensé l'inverse parce que justement, c'est vrai que ça n'a pas été le cas pour, par exemple, la Joconde ou les tableaux de Munch, mais quand une œuvre a été volée, elle a été, tu vois, elle est un peu souillée, je trouve. Enfin, de mon point de vue, je trouve que elle a plus cette pureté. C'est intéressant. C'est comme une autorisation alors pour toi. Comment ça? C'est comme si puisqu'elle a été volée une première fois, on peut recommencer. Genre elle est touchable en quelque sorte. C'est faisable. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser. Attends, tu me fais penser à une anecdote qui m'est arrivée. Je visitais le musée de la magie avec une amie britannique. Ouais. Et il y a le monsieur qui nous faisait la visite, qui est un clown et puis qui faisait le magicien un peu pour la visite, quoi. Qui faisait des petites démos et puis le truc que je redoute, tu vois, dans la foule, il choisit qui? Il choisit Bibi pour faire la démonstration. Donc une première fois. Et puis la deuxième fois, il demande à une main innocente, donc une petite fille qui était dans le public, de choisir une nouvelle personne pour la démo. Et elle m'a pointé du doigt. Ouais. Mais en fait, c'est super intéressant. Alors, je me compare pas à une œuvre d'art, mais la métaphore fonctionne, en fait. Tu te dirais pourquoi elle m'a choisi moi? Pas parce que j'ai un truc, mais parce que je pense qu'il avait ouvert l'autorisation. Ouais. En fait, on a vu que ma réaction était ok, que ça avait marché. La petite fille, si elle pointe du doigt un inconnu, elle sait pas comment il va réagir, t'as un risque. Oui. Un peu comme quand tu mets un like à quelqu'un sur internet, tu le fais plus à quelqu'un qui est déjà très apprécié. Oui, c'est sûr. Parce que si tu commentes quelqu'un qui a rien, t'es un peu le premier et t'as un peu peur de sa réaction, je pense. Ouais, je vois. Ouais, c'est exactement. Du coup, ça la rend plus accessible parce que on voit un peu comment le monde a réagi quand il a été volé et comment il faudrait que tu t'améliores ton vol ou je sais pas comment pour le cacher. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est souvent les mêmes œuvres qui se font revoler. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le fait que ton bonhomme, là, Peter... Attends, c'était qui? Patrick. Patrick Vialanek. Qu'il n'a jamais été trouvé, qu'on s'est jamais rendu compte que c'est lui. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est, tu vois, quand tu te dis, incroyable. Si je devais tuer quelqu'un, comment je le ferais? Et tu te dis, c'est carrément... Ouais. C'est un peu... ce truc de justement si c'est une personne qui n'a rien à voir, qui n'aurait pas de motif, rien à voir, c'est le crime parfait. C'est ça, qui n'aurait pas de motif vraiment à gagner de l'argent ou à bénéficier de la mort ou du vol de quelque chose. C'est tellement plus compliqué de le trouver. Et ouais, carrément, parce qu'il a aucun lien, parce qu'on regarde toujours dans la famille ou les proches, parce que c'est le plus évident. Et ce serait pareil pour un vol d'œuvre, on va regarder dans les réseaux de malfrats, quoi, connus. Mais du coup, lui travaillait dans la sécurité. Dans les alarmes. Ouais, mais dans les alarmes. Mais est-ce qu'il a jamais travaillé pour le musée? Non, jamais. Et d'ailleurs, il dit, je trouvais ça bien que la question soit soulevée. Il dit qu'il n'a pas fait exprès de travailler dans les alarmes. Mais moi, je me dis, entre le petit garçon de 13 ans, qui à 17 ans désire de plus en plus l'œuvre et vient la voir tout le temps pendant 11 ans, puis à 28 ans la vole,
quand il a choisi sa formation, il devait quoi, après 17 ans, il avait peut-être 18 ou 20, 22 ans, enfin tu vois, admettons qu'il ait fait autre chose avant. Il a eu au moins 8 ans enfin tu sais, il a choisi son métier Ça peut et pas être un hasard, ouais. lui il dit ça comme ça parce que évidemment ça fait préméditer et puis ça veut pas dire qu'il ment, hein, il se rend peut-être pas compte, mais moi ça me paraît quand même bizarre comme hasard. Ça veut dire au moins que t'as une passion pour cette idée de gardiennage, ouais. de sécurité. C'est ça. Comment être un bon gardien, peut-être. Bon ben voilà. Eh ben, est-ce qu'on demanderait pas si les gens qui nous ont écoutés sont restés jusque là, déjà ce serait incroyable. Ouais. Merci. Merci. Merci à vous et eh bien, si vous allez même jusqu'à écrire un commentaire en vidéo, dites-nous quelle œuvre vous voleriez. Ne vous inquiétez pas, on n'a rien à voir avec la police. D'ailleurs, on veut rien avoir à faire avec la police. Voilà. Non, mais restez très anonyme, hein, ça, voilà. Ou n'écrivez pas de commentaires, d'ailleurs, voilà. Juste likez, s'il vous plaît. Parce qu'on sait que c'est dur d'écrire un commentaire en premier, parce qu'il n'y a pas d'exemple, pour savoir si on est sympa dans nos réponses. Voilà. Bah écoute, finissons cette session alors. Au revoir. Ouais. Bah, merci, Ségolène. Merci Pauline. Salut. Merci à Lucie Florentin pour la composition de la musique d'introduction du podcast Art à cœur. Vous trouverez tous les liens utiles en description de la vidéo.